Bonjour à tous. Comment ça non? Vous nous entendez là? Ok, donc ça marche bien. Bonjour à tous. Donc cette table ronde aujourd'hui autour du sujet de l'analyse des risques cyber, comment évaluer son exposition et se préparer. Alors pourquoi cette table ronde aujourd'hui? Comme vous le savez tous, effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte de digitalisation accélérée et de menaces cyber toujours plus sophistiquées. Donc la question n'est finalement plus de savoir si on va être attaqué, c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'on va être attaqué. Et les PME et les ETI sont parfois en première ligne de ces cyberattaques parce qu'elles sont souvent ciblées justement parce qu'elles sont moins préparées que les grandes entreprises. Et pourtant, il est possible de se protéger efficacement sans mobiliser des ressources qui soient hors de contrôle. Et donc tout commence par une bonne compréhension de son exposition au risque, d'où le sujet de cette table ronde aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'analyse de risque cyber, ça va devenir une démarche, enfin ça devient une démarche qui est incontournable pour anticiper les vulnérabilités, prioriser les actions de sécurité et renforcer sa résilience face à ces menaces cyber. Comment on met en place une démarche concrète? C'est la réponse à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Quels sont les outils et méthodes pour identifier les risques pertinents? Quelles pratiques adopter pour construire une cartographie des risques actionnables et adaptée à son secteur? Finalement, on va essayer de découvrir aujourd'hui quelles sont les clés pour passer d'une posture réactive à une posture proactive de gestion du risque. Voilà. Alors pour traiter de ce sujet aujourd'hui, j'ai autour de moi différents intervenants, tous de plus grande renommée les uns que les autres. Alors de gauche à droite, je vais les présenter. Donc Arnaud Martin, qui est ingénieur de formation. Après avoir étudié à l'école polytechnique X98, il a obtenu un double diplôme d'ingénieur télécom. Il a commencé sa carrière chez Siemens en 2002 avant de rejoindre Orange à Paris en 2003, où il a successivement occupé différents postes dans le système d'information, dans les opérations du réseau et dans la cybersécurité. En 2019, il décide de rejoindre la Caisse des dépôts comme directeur de la cybersécurité du groupe et il occupe maintenant la fonction de directeur des risques opérationnels. Il est également auditeur IHEDN, vice-président du CESIN et membre du comité d'audit et des risques de la filiale informatique de la CDC depuis 2023. Bonjour à tous. À sa gauche, nous avons Laurent Camus, qui est chargé de prévention au RECIM. Le RECIM, c'est le réseau des experts cybermenaces, placé sous l'autorité de l'Office anti-cybercriminalité, l'OFAC, qui dépend de la police judiciaire française. Laurent est risk manager dans le secteur bancaire et il est de formation de la Sorbonne, expert et consultant en sciences de l'éducation. Bonjour à tous. À sa gauche, nous avons Jean-Christophe Marpeau, qui est ingénieur conseil chez Captronic et qui est en charge du développement de Captronic en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Il est spécialiste en ingénierie des systèmes complexes et également référent cyber national au sein de Captronic. Il a en charge l'évaluation de la maturité cybersécurité et la mise en œuvre des analyses de risque dans les produits et systèmes industriels. Je ne me suis pas trompé? C'est tout à fait exact. Bonjour à tous et bienvenue. Ok. À sa droite, nous avons Tony Edou, qui est un expert en cybersécurité, spécialiste de la gestion des risques et de la méthode EBIOS-RM. Après avoir développé ses compétences au sein de la Marine nationale, d'Eurotunnel puis d'Orange, il est aujourd'hui Product Owner Cyber et RSSI chez All4Tech, un éditeur de logiciels labellisé par l'ANSSI. En parallèle, il est également secrétaire général du Club EBIOS, une communauté professionnelle dédiée à la promotion et au développement de la méthode EBIOS-RM, où il contribue activement à la diffusion des bonnes pratiques à travers des publications et des webinaires. Bonjour à tous et bienvenue. Et d'ailleurs, en parlant du Club EBIOS, il y a un stand Club EBIOS ici même. N'hésitez pas à passer nous voir. Voilà. Et à sa gauche, donc, nous avons Hervé Thibault. Donc après plus de 20 ans dans le monde de l'IT, essentiellement sur des sujets de sécurité, d'identité et de poste de travail, Hervé a opéré un virage cyber en rejoignant Med6, membre d'Exatrust, il y a maintenant 5 ans. Il intervient sur des prestations autour de la sécurité et de la transformation des systèmes d'information, plutôt grands comptes ou entités publiques.
pour définir des orientations stratégiques et les aider à identifier les solutions technologiques les plus adaptées à leurs besoins. Et il intervient également dans différents événements comme celui-ci, les Assises de la sécurité ou d'autres. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Voilà, bon, merci à vous tous de participer à cette table ronde. Donc finalement, la question est de comment passer finalement de la peur subie à une gestion maîtrisée du risque, donc en gros de la réactivité à la proactivité. Et pour ça, peut-être qu'on pourrait commencer par faire un constat. Peut-être une question pour Laurent Camus, là, du coup. En tant que RECIM, vous êtes confronté aux conséquences des cyberattaques. Concrètement, pour une PME de la région, quelle est la réalité de la menace aujourd'hui? Quelles sont les erreurs que vous voyez le plus souvent? Merci pour cette ouverture. Alors le premier point concernant la réalité c'est vous, la réalité c'est nous. Au niveau des chargés de prévention cybermenaces pour l'Office anti-cybercriminalité, on est sorti un petit peu du modèle chiffon rouge en ce qui concerne la cybersécurité. Néanmoins, le rapport du ministère de l'Intérieur de 2025, voilà, je vais partager avec vous quelques indicateurs. Hein. Sur les 5 dernières années, la menace, la réalité, c'est une augmentation de 74%. Hein, des enjeux pour les entreprises. C'est également un doublement des infractions enregistrées sur les 5 dernières années. Avec, voilà, on est passé de 200 000 à 350 000 infractions sur les 5 dernières années, sur des outils qui nous permettent de mesurer et d'engager des saisines comme Thésée, qui est une plateforme de dépôt de plainte en ligne. C'est aujourd'hui, depuis 2022, à date de sa mise en place, la réalité, c'est plus de 50 000 dépôts de plainte et autant de signalements. Voilà, aujourd'hui, le 5e point de la réalité, c'est encore 50% des PME qui n'ont pas de stratégie cyber. Et du coup, par où commencer finalement quand on a ce constat-là? La prise de conscience, elle commence par où? Une PME qui nous écoute et qui est convaincue mais qui ne sait pas par où démarrer, quel est le tout premier pas, la première action concrète qu'elle pourrait mener pour évaluer son exposition sans y passer des mois? Alors là, la question, elle est peut-être plutôt pour Jean-Christophe. Juste sur la notion d'erreur, et je passerai le micro à Jean-Christophe, on observe deux grandes erreurs, je dirais, dans la démarche autour de la sécurité numérique, et notamment par rapport à ce thème qui est l'analyse des risques, c'est de considérer que c'est un sujet d'expert dans l'approche des risques, alors qu'on doit travailler sur le collectif, top management, métier, fournisseurs, clients. Voilà, dans l'approche de la cartographie des risques, il faut avoir une démarche très large. Hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ça va être le déni, c'est-à-dire voilà, le déni. Il y a encore 62% des entreprises aujourd'hui qui ne se considèrent pas exposées. Voilà. Et on a encore 7 entreprises sur 10 qui n'ont aucune notion de gestion de crise, aucun dossier de crise voilà, en termes de réaction à une situation. Et on peut aussi continuer sur cette voie-là en disant que la notion de risque au niveau de la PME ne concerne pas exclusivement la partie IT, mais va de plus en plus concerner aussi la partie bas niveau, au niveau des équipements, du matériel. Et ça va se faire de manière contrainte. Pendant beaucoup d'années, le législateur disait bah, vous, entreprises, mettez-vous à niveau. Et là, il y a un petit truc là, qui est en train de se passer. Je ne vais pas parler de la NIS 2, mais il y a le CRA, je ne sais pas si vous connaissez, qui arrive à grands pas, très vite, et là qui touche en fin de compte les fabricants, les fournisseurs d'équipements. Ce qui est logique, hein, on ne peut pas exiger d'avoir un niveau de sécurité IT si d'ailleurs on s'équipe de matériel qui ne sont pas forcément bons et qui sont de mauvaise qualité, si je peux me permettre de dire, en matière de cybersécurité. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement en matière de réglementation, on va quelque part boucler la boucle, hein, puisqu'on va partir du bas niveau matériel jusqu'à la partie IT. Et de manière contraignante, un industriel ne pourra pas faire autrement, il n'aura pas le choix que de passer par l'analyse des risques, puisque l'analyse des risques est un peu le pivot, va devenir le pivot d'une bonne démarche de cybersécurité. Il n'y aura pas le choix, il va falloir le faire. Qu'on soit motivé, pas motivé, d'accord, pas d'accord, de toute façon, à un moment donné, le fabricant, matériel, logiciel, n'aura pas le choix que de faire de l'analyse de risque. Donc, il y a encore 2 ans,
pour continuer à se préparer. Mais dans 2 ans, pour vous donner une idée, dans 2 ans, un produit qui ne pourra pas, ou que le fabricant ne pourra pas démontrer qu'il a mis en place une analyse de risque, il ne pourra pas être marqué CE. Le marquage CE ne pourra pas être apposé. Vous imaginez, commercialement, c'est énorme, quoi. Donc il y a une vraie contrainte là-dessus. Donc il ne faut pas tergiverser, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Exactement. Et du coup, pour faire cette analyse de risque, alors il existe plusieurs méthodes d'analyse de risque. Il existe une norme, notamment l'ISO 27005. Et en France, il existe particulièrement une méthode qui est promue et publiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui s'appelle EBIOS-RM. Et donc du coup, peut-être une question pour Tony, qui est l'expert EBIOS-RM justement sur cette approche-là. Est-ce que cette méthode, elle est faite que pour les grands groupes, les gens qui sont très matures en termes de cybersécurité, ou est-ce qu'elle peut s'adapter aux communs des mortels, aux non-experts, aux petites entreprises, à des gens qui ne sont pas forcément matures sur le sujet ? Merci beaucoup pour cette question, Yann. Alors, la méthode, bien évidemment, elle peut s'adapter. Avant de vous parler de ce qu'est la méthode EBIOS-CRM, je vais vous parler de ce qu'elle n'est pas. En fait, une analyse de risque cyber, ce n'est pas 3 choses. C'est pas facile, d'abord. C'est une démarche qui va demander de l'énergie, c'est une démarche qui va demander du temps, c'est une démarche qui va demander de l'investissement. Il ne faut pas se mentir autour de ça. C'est pas quelque chose qu'on fait de manière isolée. En fait, une analyse de risque, alors j'ai entendu le mot stratégie, j'ai entendu emmener les gens dans les interventions qui sont déjà passées. C'est vraiment une analyse de risque, c'est un support de communication. Une bonne analyse de risque, à la fin, ça va vous permettre d'emmener à la fois les gens qui décident, les gens qui financent les mesures de sécurité, et ça va vous permettre aussi d'emmener les gens qui subissent les mesures que vous allez choisir. Au quotidien, vous allez mettre en place des mesures de sécurité qui vous semblent être des bonnes choses. Ces mesures de sécurité, elles vont dégrader en réalité le quotidien des opérationnels. Vous demandez aux gens de changer de mot de passe régulièrement, c'est plus trop la pratique, mais vous voyez l'idée. Effectivement, ça les peine. S'ils ont compris pourquoi ils doivent faire ce genre de choses, faire de la SSI au quotidien, c'est beaucoup plus facile. Alors, faire de l'analyse de risque en France, on fait de l'EBIOS-CRM. Pour être tout à fait transparent, moi je fais un petit tiers du suivi hors de France. En Europe, aujourd'hui, de manière générale, on fait de l'EBIOS-CRM, parfois sous le couvert ISO 27005, mais c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Si vous devez faire de l'analyse de risque, c'est une question que vous n'avez plus trop à vous poser. EBIOS-CRM est la bonne méthode. Il n'y a plus trop d'alternatives. Il n'y a plus trop d'alternatives parce que EBIOS-CRM, c'est une méthode qui passe extrêmement bien à l'échelle. En fait, c'est une méthode qui a été imaginée par l'ANSSI pour être une boîte à outils. Ne vous laissez pas effrayer. Il y a 5 ateliers, il y a de nombreuses activités qui sont proposées. En réalité, tout est plus ou moins facultatif. Vous allez pouvoir découper et ne prendre que ce qui vous intéresse, à la fois en fonction, j'allais dire, de la verticalité, de l'horizontalité, de la taille de votre entreprise. Il y a des choses qui ont du sens, il y en a d'autres qui peuvent être abandonnées, mais aussi en fonction de votre niveau d'expertise. C'est une boîte à outils. Tout n'est pas à faire, tout n'est pas obligatoire. Très très rapidement, méthode EBIOS, 5 ateliers, boîte à outils. Le premier atelier, c'est l'atelier, j'appelle ça l'atelier du divan. Voilà, on s'allonge, on s'installe, on se pose des questions sur soi-même. Quelle est la situation dans laquelle je me trouve? Qu'est-ce que je veux protéger? Qu'est-ce qui a de la valeur d'un point de vue métier? C'est un support de communication à nouveau. Et est-ce que ce serait grave si quelque chose se produisait ou pas sur tel ou tel système? Alors c'est un exercice rigolo à mener avec les métiers parce que la plupart du temps, tout leur semble dramatique immédiatement. Mais en réalité, on s'aperçoit que quand on les fait discuter, les événements qu'ils craignent ne sont pas forcément les plus importants. Ça, c'est un premier atelier, avoir une vision de la situation dans laquelle on se trouve. Deuxième atelier, troisième atelier, quatrième atelier, on va essayer de répondre à la question du comment. Un second atelier, c'est qui peut s'en prendre à moi et pourquoi. L'époque où on faisait des choses très très génériques en se disant quelqu'un veut m'attaquer sans chercher à identifier ce quelqu'un, c'est une époque qui est révolue. On ne fait plus ce genre de choses. Ce qu'on va essayer de dire, c'est de passer de est-ce que je crains la mafia, est-ce que je crains des concurrents en fonction de mon activité. Le troisième atelier, on va essayer de répondre à la question de l'écosystème. Alors, on avait des stats jusqu'en 2022, on n'en a plus aujourd'hui, mais sur le point d'entrée des attaquants en France, dans un petit peu plus de 70% des cas, pour les grandes attaques, celles qui sont documentées, le point d'entrée, c'est l'écosystème. C'est un sous-traitant, c'est un fournisseur, c'est un cabinet comptable. C'est par là que les attaquants entrent aujourd'hui. Donc, il y a un atelier qui est dédié à un focus sur ce sujet. L'atelier 4, on essaie de répondre à la question de techniquement comment une attaque va pouvoir se produire. Typiquement, ça nécessite un petit peu d'expertise cyber. Quand on est dans des milieux qui sont assez peu matures, où la démarche démarre, ce sont des choses qu'on va laisser de côté.
Atelier 5, vous basculez sur des étapes de remédiation qu'on trouve dans toutes les analyses de risque du monde, cyber ou pas. Hein. J'ai des risques, je vais essayer de mettre en place des mesures de sécurité pour réduire au maximum les choses. Il faut bien imaginer, vous prenez un référentiel aujourd'hui, on en a déjà cité certains, vous avez des dizaines, des centaines de mesures de sécurité, vous pourriez tout appliquer. En réalité, c'est des démarches qui sont extrêmement coûteuses. L'analyse de risque, elle est là pour vous permettre de remettre l'église au milieu du village, j'allais dire, c'est-à-dire de ne pas se dire je vais tout appliquer, mais je vais effectivement choisir ce qui a du sens dans mon périmètre. Voilà. Je peux faire un complément? Merci Tony. Et du coup, moi j'avais déjà... Oui, Ouais, j'ai un petit complément à faire parce que je vais vraiment aller dans le sens. Pour nous on l'applique sur les produits. Donc on va vraiment sur du bas niveau. Et c'est tout à fait vrai. Cette méthode-là, elle sert aussi bien sur du haut niveau, sur la partie IT, que sur du bas niveau, sur du matériel. Et c'est ça qui est intéressant. On obtient les mêmes résultats. Par contre, point important, ce n'est pas une méthode de certification. Je l'entends souvent, très souvent de la part d'industriels qui veulent faire certifier leurs produits. Ce n'est pas une méthode de certification. Et ça, il va falloir, il y a un gros travail à faire au niveau des aficionados et des experts de l'EBIOS pour bien expliquer que ce n'est pas, ça fait partie de la certification, mais ce n'est pas une démarche de certification. Pareil, l'EBIOS, ce n'est pas une démarche de sûreté de fonctionnement. Point très important, la sûreté de fonctionnement, c'est complètement autre chose que de la cyber. La sûreté de fonctionnement, c'est du matériel, la cyber, c'est la malveillance. Donc voilà, là, c'est vraiment un préalable à avoir quand on veut faire de l'analyse de risque. Et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir au salon et qui m'ont posé la question, c'est peut-être une question plus pour Tony, et qui se disaient, ok, la méthode s'adapte à l'échelle, petit SI, grand SI, etc. Mais moi, j'ai peur de passer des heures au carré, que ça soit long, de faire des analyses de risque, de ce soit compliqué, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut vraiment faire des analyses de risque en mettant une granularité plus ou moins forte pour que ça nous prenne plus ou moins de temps? Alors, on voit aujourd'hui, donc à nouveau, boîte à outils, vous prenez dedans ce qui vous intéresse, il faut rester pragmatique dans sa démarche. On voit aujourd'hui des gens qui déroulent sur une PME, hein, donc quelque chose entre 50 et 100 personnes, des analyses de risque qui sont des analyses de risque initiales qui vont être faites en réalité en l'espace de 2 ou 3 jours. Bien évidemment, ce n'est pas une analyse de risque complète, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble du SI, etc. Mais ça permet de brosser très rapidement un état des lieux et de se rendre compte d'abord s'il y a un sujet, il n'y en a pas un systématiquement, et ensuite de quels sont les axes qu'il faut ensuite explorer. Donc effectivement, quelles que soient les ressources dont vous disposez, le niveau d'expertise et le temps que vous êtes prêt à y mettre, alors pas 2 heures hein, bien évidemment, mais vous devriez pouvoir trouver chaussure à votre pied et obtenir un bon ratio entre l'énergie dépensée et les résultats obtenus. Si vous passez des semaines et des semaines à travailler votre analyse de risque, vous aurez des résultats très très pointus. Si vous en êtes au balbutiement de la mise en place de la stratégie de cybersécurité, pour paraphraser mon collègue, eh ben, une analyse sur quelques jours, 3 jours, 5 jours, c'est certainement un bon point de départ, en sachant qu'une analyse de risque, ça vit dans le temps. Vous la faites une fois, quand vous aurez traité les plus gros problèmes, probablement dans 1 an, dans 2 ans, vous la réouvrirez, vous la ferez vivre à nouveau. Peut-être que vous y passerez un petit peu plus de temps et que vous irez un petit peu plus loin dans le détail. Merci Tony pour cette réponse. Et du coup, on a parlé de l'analyse de risque, mais une fois qu'on a analysé les risques, comment passer de l'analyse à l'action? Et là, cette fois, c'est une question qui est plus pour Hervé. Du coup, une fois qu'on a identifié les risques, qu'on les a priorisés, comment est-ce qu'on peut mettre en place un plan d'action qui soit efficace et qui nous permette et qui soit réalisable financièrement? Ok. Alors, on reste dans l'optique PME, ETI, hein, et donc effectivement, bon, ça échappe à personne. On est sur un niveau de ressources qui va être plus limité. Alors, c'est pas du tout péjoratif hein, par rapport à un grand groupe, plus limité au sens où l'expertise, elle est peut-être moins poussée. Le temps des personnes qui doivent y consacrer, Tony en a parlé, hein, à l'analyse de risque, mais aussi à beaucoup de sujets, le traitement après, la priorisation, puis le traitement des sujets, ça reste ça le cœur du sujet après, c'est de les traiter derrière. Le temps est compté, et puis bon, voilà, l'argent étant le nerf de la guerre, effectivement, potentiellement, il y a peut-être un peu moins d'argent, ou en tout cas, il doit être beaucoup mieux utilisé
que dans certains grands groupes. Et donc la notion, mais tu l'as évoqué, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet, c'est le pragmatisme qu'on retrouve. Donc comment on va faire super rapidement, c'est que, bon, tu l'as dit Yann, le risque il a été priorisé, donc suivant on l'appelle risque critique, on l'appelle risque prioritaire, enfin il y a différentes échelles, etc. Et ce que nous, la façon dont on va le décomposer déjà, c'est dire pour le prévenir, il y a deux choses, il y a les mesures préventives, qui vont être plutôt, je sais pas, ça vous parle, pré-breach, etc., pour éviter l'occurrence du risque, etc. Donc on va retrouver de la cyberhygiène, patcher ces systèmes. Ça, c'est voilà, patcher, c'est quelque chose que ça doit être le mot que j'ai plus prononcé dans ma courte carrière, parce que je suis très jeune. Enfin, à tel point que j'ai besoin pour des problèmes de mémoire. Mais, et puis après, vous allez avoir effectivement les mesures correctives. Donc là, on peut être effectivement plus dans le traitement de l'incident ou dans le post-breach. Et pour chacune, c'est dire effectivement, bon, j'ai mon risque, j'ai identifié des mesures sélectives, des mesures préventives, pardon, des mesures correctives. Et pour chacune, il va falloir dire, c'est le fameux qui, quand, quoi, comment, donc ça on va y venir, et combien. Ça va être un des gros sujets, l'argent qu'on va souhaiter y consacrer. Donc la façon après, donc pragmatiquement, on va essayer d'aborder la chose, c'est par chantier technique. Moi je suis là pour un petit peu plus aborder les chantiers techniques. Zero Trust, ça parle à un certain nombre de personnes. Alors forcément, c'est comme l'analyse de risque, on ne va pas faire du zéro trust comme on la ferait dans un groupe international, etc. Par contre, il y a un certain nombre de piliers. Donc on va retrouver l'identité, on va retrouver les devices, les systèmes, on va retrouver le réseau, les applications, la data, les données, et puis la notion de surveillance sur laquelle je reviendrai. Et en fait, l'idée, ça va te dire effectivement, derrière, donc je vais avoir une lecture, je vais dire j'ai les risques, j'ai mes mesures préventives, mes mesures correctives, et puis de dire sur quel pilier j'interviens. J'ai un sujet d'identité, je ne sais pas, du MFA, par exemple, je pense que le MFA parle à tout le monde. J'ai un sujet de sauvegarde de mes données critiques, etc., qui va intervenir sur la data, etc. Donc vous placez vos briques à ce niveau-là. Donc là, je vais dire, j'ai une lecture qui est assez verticale. Au niveau j'ai une vue par le risque. Et puis j'ai une deuxième façon aussi de voir le chose, c'est dire une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais regarder maintenant un petit peu horizontalement, ou j'inverse, pour ceux qui préfèrent avoir les lignes ou les colonnes dans Excel, c'est chacun son choix. En fait, je peux avoir l'approche de dire, si maintenant je travaille sur un pilier qui est identité, sur quel risque je vais intervenir et sur quel type de mesure je vais intervenir. Donc cette méthode-là, elle a le gros avantage effectivement d'aider à établir un plan d'action et de dire, tiens, j'ai beaucoup plus de chantiers sur la partie identité, donc potentiellement on va retrouver des choses. Typiquement, le MFA, je vais le trouver à plusieurs niveaux. Sur les comptes à privilèges, ça va me protéger un petit peu les systèmes critiques. Et puis côté application, ça va aussi me protéger une application qui est centrale pour le business. Oui, donc les mesures peuvent couvrir plusieurs risques à la fois. C'est ça. Donc dit comme ça, c'est pareil, ça paraît un petit peu abstrait. En fait, dès qu'on commence à l'appliquer, qu'on la met en place, c'est très pragmatique et ça permet rapidement d'arriver à un plan d'action qui est chiffré et où on sait où on va. Merci. Et du coup, là, on vient de parler du plan de traitement des risques. Donc, en gros, quelles sont les mesures qu'on va mettre en place pour traiter le risque, etc., etc. Et puis, il y a aussi la partie cartographie du risque, monitoring du risque, de l'évolution du risque. Là, je vais peut-être plutôt poser la question à Arnaud. C'est finalement comment faire pour que cette cartographie des risques ne reste pas un document technique, mais devienne un véritable outil de pilotage pour la direction. Comment vendre la démarche au CODIR et en faire finalement un sujet stratégique pour la direction. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux fois le même mot qui revient en termes de réponse, c'est s'adapter. Alors, le premier, c'est s'adapter à son auditoire, donc à qui on va présenter, quelle est la finalité de cette analyse de risque, et après, s'adapter aussi à ses capacités, aux moyens dont on dispose. Donc, si on dit s'adapter à son auditoire, pourquoi est-ce qu'on fait des analyses de risque? Pour faire plaisir au RSSI? Pour faire plaisir au DSI? Non, je ne crois pas. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, certes, ça leur fait peut-être plaisir, comme ça, ils cochent une case. Mais la finalité, en fait, c'est d'être en capacité de remonter un certain nombre d'éléments jusqu'au niveau du comité de direction, jusqu'au niveau du comité exécutif. Et là, en fait, on change un peu d'échelle parce qu'on ne va pas aller voir son directeur général en lui parlant de je veux tel type de firewall, tel type d'EDR, je veux faire telle partie de zéro trust dans mon réseau, etc. Il faut vraiment s'adapter en termes de sémantique. Et ce que comprend en fait un DG,
Alors pour lui, c'est un objet un peu, voilà, pas volant non identifié, la cyber, mais c'est un objet qu'il a du mal à appréhender. Donc si on lui parle de cyber, déjà, il a plutôt un avis, j'ai une certaine, un certain a priori négatif parce que c'est très technique. Si on le rattache à la sémantique des risques, donc des risques opérationnels, parce que finalement les risques cyber, comme les risques du SI, comme des risques de fraude, etc., ça fait partie d'une grande famille que sont les risques opérationnels. Si on commence à rentrer dans cette vision de dire comment est-ce que sont remontés les différents niveaux de risque, que ce soit des risques financiers, des risques opérationnels, des risques de non-conformité au niveau de son COMEX, on rentre dans le jeu d'une sémantique et d'un échange qu'il peut y avoir sur lequel le COMEX comprend un certain nombre de sujets. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience et une fois qu'il y a cette compréhension, après il faut lui amener aussi un certain nombre d'éléments tangibles. Donc pareil, on ne va pas demander à son DG, je préfère tel type de firewall ou je préfère tel type de sonde NDR pour mettre en œuvre telle et telle chose. C'est globalement, j'ai un plan en 3 ou 4 étapes, essayer de vulgariser au maximum ces 3 ou 4 étapes. Et après, alors, je ne sais pas, vous voyez tous que la série américaine New Amsterdam, le directeur de l'hôpital, son maître mot, c'est « How can I help you ?» En fait, le DG ou le COMEX, ça va être la même chose. À partir du moment où on a vulgarisé un certain nombre d'éléments, ce qu'il va vouloir faire, c'est certes, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le COMEX, la dizaine de personnes autour de la table, pour vous aider à réaliser un certain nombre de choses et quelles sont les garanties, comment est-ce que vous allez nous montrer que ça évolue au fur et à mesure. Et donc là, une fois qu'on a vulgarisé cette notion de risque, il faut aussi, alors le nerf de la guerre, je suis désolé de vous dire ça, ça reste les budgets, donc il faut aussi après aller défendre les budgets étape par étape. Et là, on en vient au deuxième pan que je vous disais, c'est le fait de s'adapter par rapport à la taille, s'adapter par rapport aux moyens. Donc on en a déjà parlé, on ne va pas faire une analyse de risque macro dans une entité de petite taille ou de moyenne taille, comme on peut le faire au niveau d'une très grande structure. Clairement, si vous êtes dans une ETI et que vous allez voir votre COMEX et que vous demandez la même chose que, par exemple, ce que j'ai moi au niveau d'une grande banque, je pense, moi j'ai à peu près une dizaine de personnes qui font que des analyses de risque toute l'année et on a la totalité de la cartographie d'à peu près 1000 applications qui sont en perpétuelle évolution sur cette partie-là. Maintenant, il faut vraiment avoir cette approche de dire quelles sont les principales poches de risque, ne pas hésiter à les coter, quitte à ce que un risque et un risque cyber, c'est pas très grave s'il reste dans une zone qu'on appelle critique, c'est la zone rouge. C'est pas pour se faire peur, c'est pas pour avoir davantage d'argent, c'est juste être factuel en termes de probabilité d'occurrence du risque. Elle est forte, tout le monde connaît l'écosystème. Le DG, les membres du COMEX, ils en ont entendu parler quand ils vont à des dîners mondains le soir. Forcément, ils peuvent entendre qu'un de leurs pairs s'est fait attaquer, quel a été l'impact sur le business, etc. Et quel est le niveau de gravité derrière. Pareil, il y en a certains qui vont leur dire oui, j'ai juste une fuite de données, c'était pas top, j'ai dû faire une déclaration à la CNIL, etc. Et il y en a d'autres qui vont dire globalement, le business s'est totalement arrêté et j'ai du mal à reconstruire un certain nombre de choses. Donc vraiment, avoir cette vision de dire où est-ce qu'on est de manière factuelle et pouvoir le suivre. Et ça, c'est peut-être le dernier point, c'est qu'une analyse de risque, on a beaucoup parlé de, on fait une photo, on montre où est-ce qu'on en est. En fait, moi, j'aime pas la notion de photo parce qu'il y a une notion un peu statique. Je fais une photo et puis je m'arrête. Non, l'analyse de risque, c'est un film. Il faut le voir ça comme étant, je fais une photo à un instant T et après, si en termes de besoins et en termes de moyens, je ne suis pas en capacité de suivre chacune des photos que je vais faire, de montrer quelle est l'évolution. Et alors là, je vous en prie, évitez absolument tous les indicateurs pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est contre-productif vis-à-vis de votre top management. Dites juste ce qu'il en est. Si on est dans du rouge, qu'on reste dans du rouge parce que l'ensemble des moyens de mitigation des risques sont insuffisants, on continue à le dire parce qu'on continue à étayer un certain nombre de choses. Il ne faut pas avoir la vision non plus qui est de dire je vois le monde tout en rouge parce qu'il y a un certain nombre de choses, d'actions qu'on mène qui au fur et à mesure, de manière tangible, viennent à améliorer la situation. Donc, encore une fois, 2 maîtres mots, s'adapter à son public, s'adapter à ses moyens. Merci Arnaud. Jean-Christophe voulait intervenir. Je voulais complètement abonder, et dans le sens où ce qui a été expliqué, ça s'applique aussi aux produits. On a beaucoup parlé de vol IT. Nous, on s'intéresse beaucoup aux produits, à la conformité CRA. On fait exactement la même chose. Là, par contre, on va prendre des éléments de conformité par rapport à des normes. Pour l'IoT, la 18031. Pour la partie OT 62443, il y a une multitude de normes qui existent. Ce qui est intéressant quand on fait cette analyse de risque, c'est qu'on fait aussi une cartographie de conformité au démarrage à un certain nombre d'exigences. C'est l'atelier 2. 1,
Ouais, l'atelier 2, c'est la fin de l'atelier 1. Et une fois qu'on a identifié des mesures de mitigation, qu'on a été voir dans les frameworks et tout ça, on peut à un moment donné aussi reprendre cette cartographie et dire, voilà, si on applique les mesures, grosso modo, on va peut-être arriver à ce niveau-là de cartographie. C'est hyper intéressant pour un comité de décision parce qu'on indique un sens, on indique une direction et on répond à un vrai problème pour les développeurs, c'est le temps. En général, à chaque fois, quand nous on intervient et que les développeurs me disent il y a ça à faire, mais il me faut du temps. J'ai besoin de temps pour faire ma revue de code, j'ai besoin de temps pour refaire mon design, j'ai besoin de temps pour cela. Et il lui faut des arguments. L'argument, on va le trouver dans cette cartographie, avant, après, si on applique effectivement les mesures. Et ça, c'est très très parlant. Merci. Du coup, avant de conclure cette table ronde, peut-être est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions? Si jamais vous avez des questions, levez la main, je peux venir vers vous avec le micro. S'il y a des gens qui ont des questions. J'ai pas entendu. Ah, voilà. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut estimer l'efficience d'une analyse de risque par rapport à la valorisation qu'on a faite, par exemple, des impacts ou des coûts? Parce qu'une analyse de risque qui fonctionne bien, a priori, les risques n'apparaissent pas. Donc ça coûte rien, enfin ça coûte les moyens de remédiation. Mais comment on arrive à justifier que l'analyse de risque qu'on a proposée à la direction est juste et qu'ils ont investi le bon prix, pas trop peu? Comment on arrive à le justifier quand ça nous pète à la gueule? On sait qu'on a mal fait notre taf. Quand ça nous pète pas à la gueule, comment on sait que l'entreprise n'a pas trop payé, finalement, trop investi dans des firewalls? Alors je vais peut-être reformuler pour nos intervenants qui sont un peu loin, qui n'ont peut-être pas entendu. C'est comment on fait pour justifier de l'efficience de l'analyse de risque, qu'on n'a pas trop investi, mais qu'on a investi juste ce qu'il fallait et que ce qu'on a investi est utile. Alors, moi, je vais peut-être commencer avec un premier éclairage. Dans une partie, enfin surtout sur la partie cyber, on commence à avoir un certain nombre de normes de conformité. Donc on parlait de NIS 2 tout à l'heure, de DORA, où on n'est pas uniquement sur de la conformité, on est sur des choses qui sont très liées aussi à l'amélioration de la maturité de sécurité. Donc du coup, là, on a un pan entre les deux. Et quand on fait un certain nombre d'analyses de risque, forcément, on va prendre en considération un niveau de convergence d'un point de vue purement compliance, en conformité, pour être en règle vis-à-vis de ces normes. Et alors là, il y a quelque chose qui marche bien au niveau des COMEX, c'est qu'ils adorent ne pas être... ils n'aiment pas du tout ne pas être conformes à un certain nombre de choses. Et il y a un petit leitmotiv qui est derrière, c'est que globalement, quand tu n'es pas conforme, tu peux avoir un certain nombre de pénalités et que là, globalement, les montants des pénalités sont suffisamment dissuasifs pour te dire que c'est pas mal de mettre en place les plans d'action qui sont associés, quitte à ce que c'est un coût au niveau de tes plans d'action. Si on n'est pas sur des domaines connexes à la partie conformité, avoir cette vision de financiarisation du risque et du risque à ne pas faire, là c'est un niveau qui est l'échelon au-dessus. C'est loin d'être évident. J'aurais tendance à dire c'est peut-être plus sur des secteurs de banque, d'assurance, où tu as cette, cette sensibilité-là. Clairement, sur des PME, PMI, etc., c'est un petit peu complexe. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire, à part montrer sur ton diagramme de cartographie des risques que tu pars d'en haut à droite et puis que tu as un petit vecteur qui fait descendre et que tu es dans une zone qui passe du rouge au orange, c'est pas si visuel que ça. Donc, de ce point de vue-là, ça peut rester compliqué si tu n'es pas adossé à ces sujets de compliance ou à ces sujets de financiarisation du risque qui restent quand même très élitistes. Ok, Jean-Christophe, vas-y. Il faut vers le haut, voilà. C'est bon? Il est allumé, vous m'entendez? Levez la main si vous entendez, c'est bon, merci. Pour compléter, on a parlé de conformité. L'analyse de risque aussi, côté produit, peut-être côté IT, c'est un très bon outil pour compléter un cahier des charges. Moi, je l'ai souvent vécu, c'est-à-dire que souvent, l'analyse de risque, on l'a fait relativement tôt, alors peut-être de manière express, assez rapide, mais c'est un super outil pour compléter un cahier des charges. Et on sait tous qu'un cahier des charges incomplet, c'est un contrat incomplet, et c'est une prise de risque quand même forte de ne pas avoir ce qu'on veut. Donc non, utilisez ça aussi pour faire un cahier des charges, ou travailler sur les spécifications. Alors juste un petit mot sur l'aspect coût de l'analyse de risque. Donc l'analyse de risque, c'est une activité de qualité. Une activité de qualité, comme toujours, c'est perçu comme étant un coût et il est extrêmement difficile de convaincre que effectivement ça vaut le temps et l'énergie qu'on y met.
Et ça fait un peu la jonction avec la question de comment on présente ces risques quand on est dans une PME ou une ETI. La grille qu'on voit très souvent, 4, 5 niveaux, quand on est dans une PME ou une ETI, elle a assez peu de sens. Ce qui a souvent du sens, c'est que dans une PME ou une ETI, c'est une question de vie ou de mort. En fait, l'actualité est remplie d'exemples très documentés de PME qui, en quelques mois, se sont éteintes complètement à la suite d'une attaque cyber, et pas forcément d'une attaque cyber systémique. Et vous avez, alors le nom ne revient pas, je cherche depuis tout à l'heure, mais vous avez un témoignage qui est très fort, qu'on retrouve assez facilement sur Internet, d'un monsieur qui est à la tête d'une PME, qui fait une 60aine de personnes et qui a vu sa structure passer à côté du dépôt de bilan en quelques jours. Ils s'en sont sortis, ils sont remontés, et qui parle de son entreprise, de son projet de vie. Et ce genre de choses, diffusez-le en interne dans vos entreprises, ça aide beaucoup à se faire comprendre, notamment de dirigeants qui souvent, on est dans des sociétés qui ont des structures relativement familiales, se sont énormément investis dans leurs produits, dans leur société, dans le projet qu'ils ont constitué. Voilà, ça peut être un bon support. Il y avait Hervé aussi là qui voulait intervenir. Merci Tony. Ouais, juste rajouter aussi sur ce que je vois beaucoup dans les bonnes grosses PME, comme on dit, mais très pragmatique, c'est que souvent on a savoir d'où on part, savoir où on va et savoir comment on y va. Effectivement, et l'analyse de risque, ça peut paraître abstrait comme ça, mais quand on dit on veut savoir d'où on part, il y a une notion, c'est l'assessment. C'est déjà pour les risques, il faut qu'on sache ce qu'on a dans l'entreprise. En termes d'application, tout le monde va vous dire ouais, j'ai des applications critiques. Ouais, mais c'est quoi? Ça touche combien? C'est quoi l'impact sur la société? Tous ces trucs-là, de l'assessment, de l'inventaire, peu importe comment on l'appelle, c'est extrêmement précieux parce que c'est très mal fait. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas de documentation. Enfin, tout ça fait partie des sujets. Donc l'analyse de risque, elle a le grand mérite d'être très pragmatique et de répondre assez quasiment à toute la partie assessment, donc pour bien repérer où on en est. Et aussi, en grande partie, on détermine quand même beaucoup le où on va et puis le comment on y va. C'est ce que j'ai évoqué après dans les plans de priorisation. Ouais, merci Hervé. Effectivement. Et puis, il faut garder à l'esprit que l'analyse de risque, à la base, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, c'est là justement pour faire du pilotage, pour savoir où mettre le budget, où est-ce qu'il est intéressant de le mettre et où est-ce qu'il est inintéressant de le mettre. Donc, c'est vraiment l'objectif du processus. Après, savoir si les résultats de cette analyse de risque et le fait qu'on a mis ce budget à cet endroit-là et pas à cet endroit-là, est-ce que ça a été efficace? Est-ce qu'on n'a pas été attaqué parce qu'on a fait les choses bien? Ou est-ce qu'on n'a pas été attaqué parce qu'on n'aurait pas été attaqué même si on n'avait rien fait? Ça, c'est une question qui est très difficile. Ceux qu'ont connu l'an 2000. L'an 2000, ça a été de dire on a dépensé des millions, il ne s'est rien passé. Bon, je pense qu'il y a eu aussi un peu d'intox dedans, mais c'est vrai que je pense que si on n'avait rien fait, il serait passé des trucs. Il voulait intervenir encore avant. Peut-être rajouter sur le dernier item qui est se préparer, en fait, bien naturellement, la notion de gestion de crise. La gestion de crise s'intègre à l'analyse des risques. Et pour répondre à monsieur, c'est peut-être dans un événement et peut-être même un incident informatique qu'on va voir qu'on a des choses qui fonctionnent avant de passer en mode crise. Et là, on avance sur des plans d'action peut-être peu coûteux, mais efficaces. Et voilà, crescendo, on va monter en maturité. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps, à travers l'analyse des risques qui n'a pas été faite ou par l'absence de budget, de monter en maturité. Pour autant, on va se préparer à la crise. Et certains, aujourd'hui, passent plus de temps à se préparer à la crise qu'à tenter de monter à l'état de l'art sur l'infra. Merci. On a une question, c'est ça? Je vous laisse le micro. C'est juste une question. Je veux savoir par rapport aux méthodes comme IBIOS, RM ou autres, est-ce qu'on peut envisager, dans une optique de réduction de coûts, de faire les ateliers de façon mutualisée pour des entités qui sont à peu près comparables? Par exemple, différents cabinets d'avocats ensemble ou différents agences cabinets de comptabilité ou d'audit ou différentes sociétés de gestion d'intermédiation ensemble pour essayer d'analyser les risques, pour mutualiser en fait le coût de l'exercice, si c'est une bonne idée ou pas. Alors, je vais reformuler votre question là-bas pour qu'ils entendent et qu'ils comprennent votre question. Est-ce qu'il est possible de réduire les coûts d'une analyse de risque en mutualisant les ateliers avec des entités similaires ou qui ont les mêmes contextes ou mêmes objectifs? J'ai bien résumé? Alors, c'est tout à fait le
cas et c'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement sur le terrain. Typiquement, ces 2 dernières années, on a accompagné un grand nombre d'hôpitaux dans la réalisation des analyses de risque. On est dans des contextes où les systèmes d'information là sont assez standardisés et on va retrouver les mêmes services proposés au sein de chacun des hôpitaux. Eh bien, il y a une association de RSSI au sein des hôpitaux qui ont développé des analyses de risque qui sont des analyses de risque sur étagère, quoi. Voilà. Chacun prend après son analyse de risque et va bien évidemment l'individualiser, hein, mais ça permet d'aller plus vite et puis ça permet de après mettre des solutions en commun, éventuellement mettre des réflexions en commun, ce genre de choses. Quand on fait une analyse de risque, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a bien évidemment des choses qu'on va réutiliser à plusieurs reprises. On ne recommence pas de zéro à chaque fois, hein. Une analyse de risque, normalement, c'est une démarche qui est outillée, qui a vocation à s'industrialiser. On va essayer de capitaliser et de ne pas ressolliciter les métiers en permanence, dont le temps est précieux et qui n'ont pas une envie hyper spontanée de participer à l'analyse de risque, hein, sur des sujets qui sont les mêmes. Ça a répondu à votre question? Merci. Est-ce qu'on a une autre question? On peut prendre une dernière question? Non? C'était très clair. Ou alors je ne vois pas, hein. Dites-moi si je ne vois pas les mains levées. Mais non, plus d'autres questions. Bon, finalement, je vous propose de faire un petit dernier tour de table et quel serait le mot de la fin pour vous, le conseil que vous auriez pour ces PME, pour avoir une approche par les risques, finalement, rapidement. Moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de dire qu'il ne faut pas chercher à être parfait, il faut juste commencer. Et après, on itère et on va s'améliorer en version itérative au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas décaler le démarrage, il faut commencer, quitte à ce que ce soit imparfait et accepter l'imperfection. Oui, tout à fait Arnaud. Et je pense que ce qu'il faudrait avoir à l'esprit, c'est que la gestion de crise, se préparer et l'ingénierie même de l'analyse des risques ne doit pas uniquement justement reporter sur la crise. Quand on est en crise, les métiers, ils vous écoutent, ils vous suivent. Et il ne faut pas que l'ingénierie soit chevillée uniquement aux situations de crise. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'accompagnement, dans l'engagement en temps calme, en mer calme. Et ça, c'est parfois un peu difficile, mais il faut sortir des inputs de crise pour progresser dans la cartographie. C'est une question assez difficile quand même d'essayer de résumer. Et j'avais préparé un truc avant de venir. Et puis hier, j'ai fait une analyse de risque. J'ai entamé une analyse de risque dans un groupe. Et en fin de compte, à la sortie, ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit c'est génial parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler entre nous. Je ne parle pas de moi, des gens, c'est-à-dire qu'il y avait achat, qualité, production, bureau d'études, logiciel. Et à la fin de la journée, ils m'ont dit c'est génial parce qu'on a parlé de nos métiers, on a échangé nos pratiques et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de problèmes à régler. Et voilà, donc je dirais, moi, mon dernier mot, c'est ça, c'est un super outil pour communiquer dans l'entreprise, entre les gens. Ouais, j'ai le même retour d'expérience. J'ai eu beaucoup d'ateliers où les gens ont dit merci, enfin on se parle, quoi. C'est bien. Vas-y, Tony. Alors j'allais dire, soyez pragmatique, mais c'est plus ou moins ce que vient de dire Arnaud. Le second, le mot de la fin pour moi, c'est soyez positif. Vous allez parler de risques cyber, c'est des sujets qui sont assez négatifs. Si vous allez voir les gens en leur disant que rien ne va et que la situation est catastrophique, tout le monde cessera de vous écouter immédiatement. Ils ont bien d'autres problèmes à régler, quoi. Donc effectivement, il y a parfois des cas où la situation est catastrophique, mais il faut porter ça avec un regard positif et puis aller vers une démarche d'amélioration continue. C'est ce qui fonctionne le mieux sur le terrain. Merci Tony. Hervé? Donc, moi, je vais revenir sur le plan d'action. Ce que je constate, c'est que dans beaucoup de grosses sociétés, il y a des notions qui sont très connues et beaucoup moins les PME ETI. Si je vous parle de detection and response. Voilà. Donc si ce sont des choses qui ne sont pas forcément dans votre vocabulaire, c'est super important quand on est en gestion de crise, hein. Donc la notion de SOC, certes, effectivement, ce sont vraiment des choses à regarder. C'est comme pour l'analyse de risque, il y en a pour tous les niveaux. Il y a des SOC pour des grands groupes internationaux. Effectivement, il y a des dispositifs. Et pour des PME et des ETI, vous avez effectivement des fournisseurs de services managés qui sont aussi capables de vous fournir ces services-là et vous accompagner en cas de crise. Parce que l'analyse de risque, oui, on aura beau mettre tout l'argent, hein, le risque, il n'est jamais nul. Et des attaquants bien décidés arriveront toujours à trouver un moyen de rentrer. Ce qui ne veut pas dire qu'on a jeté son argent par les fenêtres.
Ah, comme vient de le dire Hervé, effectivement, vous avez des services managés, des offres de services, SOC, CERT, etc., qui peuvent vous aider aussi. Et pour ceux qui veulent démarrer le processus d'analyse de risque, vous avez exactement la même chose, des offres de services d'accompagnement qualifiées par l'ANSSI qui vous permettent de vous accompagner dans les processus d'analyse de risque, dans les processus d'homologation, dans les processus d'architecture de vos systèmes d'information. C'est ce qu'on appelle la qualification PAX à l'ANSSI. Donc c'est une qualification qui est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et qui atteste de la compétence à l'état de l'art du prestataire qui sera à même de vous accompagner sur ces sujets d'analyse de risque et globalement d'accompagnement en cybersécurité. Voilà, vous avez les deux aspects. Bon, dernière chance pour une dernière question. Non. Eh bien, ça a été très très clair. Merci à tous. Merci à vous les intervenants. Merci beaucoup. Merci tout le monde.